Dans l'affaire Balazova, le ministre de la Protection civile et la sécurité publique euh, va saisir la session de l'immigration et alléguer que Madame Balazova est une personne interdite de territoire au Canada pour criminalité organisée, conformément à l'article 37.1a de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Plus précisément, le ministre prétend que Madame était membre d'un réseau organisé de voleurs qui ont volé des biens dans diverses pharmacies en Ontario, notamment la pharmacie Shoppers Drug Mart, en vue d'en tirer des avantages matériels. Les éléments de preuve dont il dispose, émis pour le ministre, vont être déposés auprès de la session de l'immigration de la Commission de l'immigration et statut de réfugié du Canada, en abrégé TSR, qui est le plus haut tribunal administratif au Canada. Alors, que dit l'article 37.1a de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés? En portant interdiction des territoires pour criminalité organisée, les faits suivants. Être membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des activités faisant partie d'un plan d'activité criminelle organisée. Par ailleurs, plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d'une infraction prévue sous le régime d'une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration hors du Canada d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction ou se livrer à des activités faisant partie d'un tel plan. Donc, la loi est assez vaste. Elle englobe plusieurs scénarios et elle s'applique à l'un des scénarios ou scénarios, autant pour moi, qui se serait déroulé au Canada comme à l'étranger. Donc, lorsque tu as une loi de ce type-là, elle est un peu comme photo. Elle peut épingler pas mal de personnes. Et le but d'une telle loi, c'est d'éviter que des personnes qui ont été membres du crime organisé ou qui sont membres du crime organisé au Canada ne puissent pas y demeurer ou y entrer, tout simplement. L'intérêt, c'est la sécurité publique. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile qui monte au créneau et déclare que cette personne doit être interdite de territoire. Alors, quel est le contexte de l'affaire? Le ministre affirme que Madame Balazova est une étrangère et citoyenne de de la, de la Tchéquie. Alors, pourquoi le ministre précise qu'elle est étrangère et dit qu'elle est citoyenne d'un pays autre que le Canada? C'est parce que la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ne s'applique qu'aux étrangers, ça ne s'applique pas aux citoyens canadiens, tout simplement. Donc, il montre que cette personne-là a qualité. Elle correspond à ce critère-là. Elle n'est pas canadienne, donc la loi doit s'appliquer à elle. En guise de contexte, la preuve documentaire mentionne que en août 2022, la police régionale de Dalton a ouvert une enquête sur un groupe de personnes ayant volé divers biens de grande valeur dans un Shoppers Drug Mart. Le groupe en question avait commis des vols en utilisant une méthode distinctive. Les membres du groupe choisissaient des articles de grande valeur comme des brosses à dents électriques, des moniteurs de fréquence cardiaque, des produits d'entretien bucco-dentaire. Ils balayaient les articles A
des caisses libre-service pour donner l'impression qu'il les payait avec une carte de débit. Cependant, la transaction n'était pas menée à terme en raison d'un solde insuffisant de la carte de débit ou de l'annulation de la transaction par le suspect. Le suspect quittait ensuite le commerce avec les biens impayés et un reçu détaillé de la transaction qui n'avait jamais été complété. La police a estimé que les vols commis par le groupe au moyen des 12 cartes de débit euh, de février 2022 au 30 octobre 2022 et toujours selon le même mode opératoire ont entraîné une perte financière de 1 932 650 $. Les articles volés étaient apportés et stockés dans un entrepôt. La police croit que les marchandises volées étaient ensuite vendues par l'intermédiaire d'Amazon.com au moyen d'une boutique en ligne. Madame Balazova a été identifiée comme étant l'une des co-accusées du réseau de vol au moyen d'une analyse des images, des vidéosurveillance et des données associées aux transactions frauduleuses. Les policiers ont établi qu'elles avaient effectué 143 transactions, toujours avec la même carte de débit, entraînant des pertes cumulées de 216 976 $ pour le drop mart. Alors, le 23 septembre 2024, la Cour de justice de l'Ontario a prononcé une déclaration de culpabilité à l'endroit de Madame Balazova et elle a fait l'objet d'une ordonnance de sursis pour adulte de 6 mois en application de l'alinéa 334A du Code criminel relativement à un chef d'accusation de vol de plus de 5 000 commis durant la période du 12 février 2022 au 30 octobre 2022. Le 10 décembre 2024, le ministre a produit un rapport en vertu du paragraphe 44.1 de la LPR dans lequel il affirme que Madame Balazova était interdite de territoire au Canada, criminalité organisée selon l'article 37.1A de la LPR. L'affaire a été déférée pour enquête le même jour, conférant ainsi à la section de l'immigration euh, compétence pour rendre la présente décision. Il faut rappeler que dans une pareille situation, l'article 229 du règlement de l'immigration et la protection des réfugiés et l'article 45D de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés s'appliquent. Donc, le ministre affirme que Madame était membre du réseau et décrit précédemment qu'elle s'est livrée à un plan d'activité criminelle en tant que membre du groupe. La dame a nié avoir été déclarée coupable de vol de plus de 5 000 pour avoir volé au Shoppers Drug Max. On dit bien que il y a une cour de justice, hein, la Cour de justice de l'Ontario a prononcé une déclaration de culpabilité. Mais malgré cela, elle nie. Ça, c'est des faits. On peut pas nier des faits. Donc, quelle est la norme et le fardeau de la preuve? Alors, la norme de la preuve applicable aux allégations d'interdiction de territoire pour motif prévu à l'article 37 de la LIPR est énoncée à l'article 33 de la même loi. Les faits, actes ou omissions mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf dispositions contraires, appréciées sur la base des motifs raisonnables de croire qu'ils sont survenus, surviennent ou peuvent subvenir. Alors, le motif raisonnable de croire qui correspond à la norme de la preuve ici, norme de la preuve pour qui? Pour celui qui allègue, dont le ministre. Le ministre n'a pas besoin d'apporter des preuves irréfutables de son allégation d'interdiction de territoire. Le simple soupçon suffit. C'est la loi qui le dit, tout simplement à l'article 33.
Il y a une norme de preuve très faible, c'est-à-dire le motif raisonnable de croire. C'est trop facile d'atteindre cette norme-là. Il incombe donc au ministre de démontrer que Madame est interdite des territoires pour motif prévu à l'article 37.1a de la loi. Article 33 de la LP établit la norme de la preuve. On l'a dit, la norme de la preuve pour motif raisonnable de croire a été examinée dans diverses décisions. Dans la décision Chio, la Cour a déclaré ce qui suit. La norme de la preuve pour croyance fondée de motifs raisonnables de croire exige davantage que de vagues soupçons, est au moins, est moins rigoureuse que celle de la prépondérance de probabilité en matière civile. Il s'agit de la croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison des preuves dignes de foi. Alors, mathématiquement, si on compare les deux normes de preuve, le motif raisonnable de croire et la prépondérance des probabilités, on dirait motif raisonnable de croire, c'est 0 à 20%. Prépondérance des probabilités, c'est de 0 à, de 20% à 49%. Donc, la prépondérance des probabilités est une norme plus élevée que le motif raisonnable de croire. Dans l'arrêt Moserera, la Cour suprême du Canada a déclaré que la croyance doit essentiellement posséder un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi. Et moi, je vais vous passer un peu tout ce récital-là. C'est juridique. Alors, il y a des questions à trancher. On dit que Madame la Balazova, là, est-elle une étrangère ou une résidente permanente? Ben, ça, c'est facile à établir. Deuxième chose, y avait-il une organisation criminelle? Et c'est là ce qui va, il y avait une grosse démonstration, autant pour moi. On va revenir sur c'est quoi la définition de l'organisation criminelle au sens de la LIPR. Troisième question à trancher. Madame était-elle membre de l'organisation criminelle ou s'est-elle livrée à des activités criminelles planifiées, organisées par certains nombres de personnes agissant de concert en vue de la perpétration d'une infraction criminelle? Quatrième question, l'infraction criminelle est-elle punissable par voie de mise en accusation au Canada? Analyse. Première question, quel est le statut de Madame au Canada? Est-elle une étrangère? On pose la question pour savoir si la loi s'applique à elle, puisque la loi ne s'applique pas aux citoyens canadiens. Alors, si tu es étranger, tu es résident permanent, sache que la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés s'applique à toi. Et que si tu es l'auteur d'un crime au Canada qui est punissable sous le régime d'une loi fédérale, tu peux être interdit des territoires. Alors, je conclus que Madame est étrangère au Canada. Le ministre a présenté une copie du passeport tchèque de Madame qui montre qu'elle est née en Tchéquie le 5 février 1992. Dans son témoignage, Madame a confirmé qu'elle est une citoyenne de la Tchéquie. Par conséquent, je conclus que la preuve établit que Madame est une étrangère, dont la loi s'applique à elle. On peut continuer. Parce que si elle est citoyenne canadienne, on oublie, hein, on n'est plus, la SI n'est plus compétente pour la juger. Ouais, la SI n'est plus compétente pour enquêter ou pour rendre une décision. Si elle est citoyenne canadienne, c'est pas là-bas qu'il faut l'amener, monsieur. Donc, si on peut pas l'amener là-bas, ça veut dire qu'on peut pas l'interdire des territoires, vu que le Canada, c'est ton pays, c'est son pays. Autant pour moi. Deuxième aspect, deuxième question à trancher. On dit, y avait-il une organisation criminelle? Donc, on veut savoir si autour de madame, il y avait d'autres personnes qui participaient, au stratagème, qui organisaient, le vol et qui après organisaient la vente et la rémunération. Donc, est-ce que c'était un fonctionnement d'entreprise, entre guillemets?
Aucune personne soit déclarée, autant pour moi, interdit de territoire pour motif prévu à l'alinéa 37. Il doit y avoir une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des activités faisant partie du plan d'activité criminelle organisé par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d'une infraction prévue sur le régime de loi fédérale. La loi exige l'existence d'une organisation pour que le motif prévu à l'alinéa 37.1a s'applique, mais elle ne définit pas le terme. Dans la décision Tanaratam, la Cour fédérale a déclaré ce qui suit. Pour répondre à cette définition, il faut présumer qu'un groupe doit avoir une certaine forme de structure organisationnelle. Les mots, quel qu'en soit le mode d'organisation, laissent entendre qu'elle doit être organisée d'une manière quelconque, mais sans la nécessité de se doter d'un attribut minimum ou obligatoire. Dans l'arrêt Sitaplala, la Cour fédérale a déclaré ce qui suit. Le législateur a délibérément choisi de ne pas adopter la définition d'organisation criminelle qui figure au paragraphe 467.1 du Code criminel. Il n'a non plus adopté la définition de groupe criminel organisé de la Convention des Nations Unies comme la criminalité transnationale organisée. La Convention, le libellé de l'alinéa 37.1a est différent parce que son objet est différent. Les tribunaux n'ont pas formulé la définition précise, mais il a été admis qu'il faut interpréter le terme au sens large. La Cour d'appel fédérale a déclaré ce qui suit. À mon avis, le terme organisation employé à l'alinéa 37.1a devrait recevoir la même interprétation libérale sans restriction aucune. L'intention qui ressort de la loi est avant tout de donner la priorité à la sécurité des Canadiens. L'intention qui ressort de la loi est avant tout de donner la priorité à la sécurité des Canadiens. C'est d'ailleurs ce qui a été confirmé par la Cour suprême du Canada dans Medowaski contre Canada, Esteban contre Canada. Les objectifs explicites de la loi révèlent une intention de donner priorité à la sécurité. Pour réaliser cet objectif, il faut empêcher l'entrée au Canada des demandeurs ayant un casier judiciaire et renvoyer ceux qui ont un tel casier et insister sur l'obligation des résidents permanents de se conformer à la loi pendant qu'ils sont au Canada. Insister sur l'obligation des résidents permanents de se conformer à la loi pendant qu'ils sont au Canada. Les objectifs de la loi et de ces dispositions relatives aux résidents permanents traduisent la ferme volonté de traiter les criminels et les menaces à la sécurité avec moins de clémence que le faisait l'ancienne loi. La Cour a énoncé dans l'arrêt Sitampalam les facteurs pouvant constituer une organisation criminelle, mais aucun facteur ni aucune caractéristique n'a été jugé essentiel. La Cour a déclaré ce qui suit. Ces organisations criminelles n'ont généralement pas une structure formelle, comme une société commerciale, une association qui est dotée d'une charte de règlement, d'actes constitutifs. Elles le sont habituellement peu structurées et leur organisation varie énormément. L'absence de structure et le caractère informel d'un groupe ne devraient pas, cependant, contrecarrer l'objet de la loi. C'est pour cette raison qu'il faut faire preuve de souplesse lorsqu'on décide si les caractéristiques d'un groupe particulier satisfont aux exigences de la loi, étant donné que pareil groupe peut prendre différentes formes et qu'il mène ses activités dans la clandestinité.
Alors, on va passer l'étape de la définition de l'organisation criminelle. Je pense qu'on en a quand même assez là. On va regarder l'autre question. Troisième question à trancher était, Madame était-elle membre d'une organisation criminelle ou s'est-elle livrée à des activités criminelles? Bon, la Cour fédérale établit que l'appartenance à un gang et le fait de participer à des activités liées à un gang sont des motifs distincts qui se chevauchent permettant de tenir une personne pour interdire le territoire au titre de la criminalité organisée. Il n'y a pas de définition de terme membre, membre d'une organisation dans la loi. Dans l'arrêt Chio, la Cour d'appel fédérale a expliqué que le terme membre ne se limitait pas à une personne qui participe activement à des activités criminelles ou à une personne qui détient une carte de membre et dont le nom apparaît sur une liste de membres. Ce mot devrait plutôt s'entendre dans un sens plus large pour désigner simplement une personne qui appartient à l'organisation criminelle en question. Dans l'arrêt Pachtel, la Cour a confirmé que le terme membre doit être interprété de façon large et sans restriction aucune, compte tenu de l'importance de la sécurité publique, de la sécurité nationale dans les principes sous-jacents et l'objet de la loi. On remarque ici là que ce soit euh, la, la définition d'organisation criminelle, la définition de membre d'un groupe criminalisé ou criminel, la loi est imprécise. Elle ne caractérise pas comment euh, on peut établir que une organisation est une organisation criminelle et elle ne caractérise pas ou ne donne pas d'indicateur qui permet d'identifier que une personne lambda est membre ou appartient à un groupe ou une organisation criminelle. Alors, elle veut donc, elle le fait exprès. Elle veut simplement que l'interprétation soit large. Elle ne veut pas mettre de balises, de limites. Pourquoi? Mais pour aller chercher tout ce qui pourrait correspondre à la définition large. Donc voilà, on va les chercher pour les renvoyer ou les empêcher d'entrer sur le territoire. Donc, on va passer à l'autre question. Euh, on dit donc que pendant le témoignage de Madame Balazova, elle a nié avoir volé à de nombreuses reprises. Et elle a également admis que, alors qu'il y a une décision de culpabilité, hein, elle dit quand même elle nie quand même encore. Elle a également admis que à plusieurs reprises, elle s'est rendue dans un shopper drop mart avec sa sœur. Et même si le nombre de fois a changé au cours de son témoignage, Madame Balazova a dit que les fois où elle s'est rendue au Shoppers Drug Mart, c'est Renata qui conduisait, car elle ne conduisait pas. Elle a ajouté ce qui suit, je le faisais seul. Elle le faisait seulement et elle le faisait seulement également. Elle le faisait seule également. Je ne faisais pas partie du groupe. Cependant, elle a également déclaré plus tard qu'elle arrivait. Oh, ça, c'est un témoignage qui ne vaut que vraiment pour du beurre. Ça n'a pas de valeur. C'est ce qu'on a dit. Alors, on va aller à l'analyse. Pour les motifs qui suivent
J'estime que le témoignage de Madame au sujet de sa connaissance de l'existence d'une organisation criminelle, sa participation à une telle organisation n'est pas crédible. Bon, c'est ce que je disais, que son témoignage ne vaut rien du tout. Donc, je ne juge pas qu'elle manque entièrement de crédibilité, mais j'estime que son témoignage, à cet égard, vise à minimiser sa connaissance de la nature criminelle de l'organisation et à se distancier des activités criminelles. Par conséquent, je privilégie la preuve du ministre à cet égard et je conclus que Madame était à la fois membre de l'organisation criminelle et qu'elle se livrait à ses activités. Les tribunaux ont établi un certain nombre de principes et d'approches pour évaluer la crédibilité des témoins. Dans l'arrêt Taine, par exemple, la Cour d'appel de l'Ontario a conclu ceci. Il n'est pas tenu pour avérer que les témoins disent la vérité. Il n'est pas tenu pour avérer que les témoins disent la vérité. Il faut évaluer le témoignage de chaque témoin à la lumière de l'ensemble de la preuve, sans présomption, sauf la présomption générale et la prépondérante innocence. Pour évaluer la crédibilité, les juges des faits peuvent évaluer des facteurs comme le comportement et la conduite du témoin, la cohérence interne du témoignage et sa cohérence avec d'autres éléments de preuve indépendants et fiables, la solidité de la mémoire du témoin et si le témoignage du témoin semble déraisonnable, impossible ou improbable, ces affaires sont survenues dans un contexte criminel, mais j'estime qu'elles sont utiles pour ce qui est d'évaluer la crédibilité dans le cas présent. Plus récemment, la Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit dans l'arrêt Truc. Il est largement reconnu que l'appréciation des témoignages exige que le juge des faits se fonde sur des hypothèses logiques concernant la preuve. La crédibilité ne peut être appréciée qu'en fonction d'une compréhension générale de la façon dont les choses peuvent se dérouler et se déroulent effectivement. C'est en appliquant le bon sens et en utilisant des généralisations fondées sur ces connaissances acquises à l'égard du comportement humain que le juge du procès détermine si un récit est plausible ou intrinsèquement improbable. Je conclus également que Madame s'est livrée à des activités faisant partie du plan d'activité criminelle du groupe. Son plaidoyer de culpabilité et sa déclaration de culpabilité en lien avec l'infraction de vol de plus de 5 000 $ pendant la période décrite dans le rapport de police comme étant la période durant laquelle le réseau de voleurs était actif sont de solides éléments de preuve montrant qu'elle s'est livrée à un plan d'activité criminelle. Tu peux pas, il peut pas il peut pas exister un rapport de police avec un plaidoyer de culpabilité. Donc toi, tu as avoué que tu es coupable et on a confirmé dans la déclaration que oui, tu es réellement coupable de l'infraction de vol. Mais c'est assez solide pour que tu viennes dire quelque chose quelques semaines ou quelques années plus tard. Bon, le nombre et l'ampleur du vol signifie nécessairement qu'elle s'est livrée à ces activités-là. Alors, vous comprenez immédiatement que le commissaire va confirmer cette interdiction de territoire. Alors, qu'est-ce que le commissaire va dire? Il dit, je vais renvoyer à certaines pages du document communiqué par le ministre. Donc, selon le résumé de la police, qui a été fourni, vous étiez l'une des personnes qui utilisait un certain nombre de fausses cartes de débit ou de cartes de débit ou cartes de débit dont le solde était insuffisant.
Vous les utilisez aux caisses libre-service pour donner l'impression de payer les articles. En outre, il est indiqué que les transactions étaient annulées ou autrement refusées. Vous montrez parfois le reçu que vous aviez en main, puis vous sortez du magasin avec les articles non payés. Est-ce ainsi que les choses se passaient? L'intéressé répond oui. Le commissaire dit par la suite, d'accord. Je vois aussi que à la page 6, la pièce M2, il est écrit que vous avez utilisé une fausse carte de débit dont le solde était insuffisant pour effectuer un certain nombre de vols de biens dont la valeur marchande totalise 216 000 dollars. Est-ce bien ce qui s'est passé? L'intéressé, eh bien, je n'ai jamais reçu une telle somme de Madame Caroline. Commissaire, non, je vous demande si Monsieur Kawal, là, vous avez versé 216 000 dollars. Je veux savoir si vous avez utilisé les cartes de débit pour voler des biens d'une valeur marchande de 216 000 dollars dans un Shopper Drop Mart. Oui, c'est exact, répond l'intéressé. Commissaire, d'accord. Monsieur Kala vous a-t-il donné là où les cartes de débit? Oui. À la lumière de la preuve du ministre concernant l'ampleur des vols commis par Madame, des gestes qu'elle a commis et la déclaration exploitée, son témoignage, je conclus que Madame Balazova était membre d'une organisation criminelle et qu'elle s'est livrée à des activités criminelles qui faisaient partie du plan de cette organisation. L'infraction criminelle qui a été commise au Canada était punissable par voie de mise en accusation. Selon l'article 334A du Code criminel, le vol de plus de 5 000 dollars est une infraction mixte. On appelle aussi cela une infraction hybride. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Que on peut te poursuivre par, selon le mode acte criminel, au sens de la LIPR, ou alors on peut faire une poursuite sommaire. Alors, si c'est la voie criminelle qui est choisie par le procureur, alors vous serez passible d'un emprisonnement maximal de 10 ans. Mais si c'est la voie sommaire, la peine d'emprisonnement est moindre. Vu ma conclusion, selon laquelle le groupe s'est livré à un vol de plus de 5 000, j'estime qu'il s'agit d'une infraction criminelle punissable par voie de mise en accusation. Donc, il a regardé la gravité, il a regardé le montant. On parle de 216 000. Dans certains cas, même, on parlait de, je pense, j'ai vu les chiffres comme environ 2 millions. Je conclus que Madame est une étrangère au Canada, citoyenne de la République tchèque. À la lumière de l'ensemble des preuves présentées à l'audience, je conclus que le ministre a établi qu'il y a des motifs raisonnables de croire que Madame est interdite de territoire pour des actes visés à l'alinéa 35 1A de la loi sur l'immigration professionnelle. Et par conséquent, je prends une mesure d'expulsion contre Madame, conformément à l'alinéa 45D de la loi sur l'immigration professionnelle des réfugiés et à l'alinéa 229 du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Donc, c'est la fin de l'histoire. Euh, pour, euh, pour me résumer, je dirais, c'est l'histoire d'une personne qui est entrée dans le crime organisé et ils avaient développé un stratagème pour dérober des biens précieux dans des pharmacies qui revendaient ensuite en ligne. Euh, à travers la vidéosurveillance, la police ontarienne a pu mettre la main sur un membre de ce groupe de crime, de ce de groupe criminel là. Puis
J'ai cru, j'ai cru ça avec ma micro. Avant, avant éteindre. N'oublie pas de fermer la porte, hein, et d'éteindre. Donc, puis, lorsque elle a été arrêtée, elle a reconnu sa culpabilité et le ministre de la Sécurité publique, par la suite, euh, a établi ce qu'on appelle le rapport 44.1, dans lequel il a déclaré qu'il pensait que cette dame-là doit être interdite des territoires. Puis, on peut pas, parce qu'elle a volé, immédiatement la rapatrier ou la déporter, non. La loi prévoit que si le ministre euh, a des allégations, mais qui présente non seulement ces allégations-là et des éléments de preuve, quoi, pour appuyer ces allégations auprès de l'instance compétente. L'instance compétente ici étant la section de l'immigration. Hein, pour des personnes qui sont là sur le territoire canadien, quand ils commettent des crimes et qui sont et que on peut appliquer la loi sur l'immigration professionnelle plus sûr. Donc, les résidents temporaires et les résidents permanents, la loi est applicable à ces personnes-là qui ont ce statut. Alors, ça doit passer par la section de l'immigration. Il y a enquête. Mais il y a des situations où on n'est pas obligé de passer devant la section de l'immigration. Donc, c'est l'article 228 qui prévoit ces situations-là où l'agent lui-même peut immédiatement prendre la décision. Il n'a pas besoin de déférer l'affaire à la section de l'immigration. Il immédiatement peut émettre la mesure d'interdiction qui s'applique. Alors, ça, c'était un cas où il fallait que le délégué du ministre, on l'appelle ministre, mais en réalité, c'est un haut fonctionnaire, c'est le délégué du ministre. Lui, il a envoyé l'affaire pour enquête à la section de l'immigration et il a amené les éléments de preuve. Et après enquête, entre parenthèses d'audience, le commissaire de la chambre de l'immigration a confirmé les dits du ministre et a émis une mesure d'expulsion qui est la mesure qui s'applique en pareille situation. Lorsque tu es un membre d'un groupe criminel, c'est le crime organisé, et c'est l'article 37.1 A qui s'applique tout simplement. Et la mesure à prendre est une mesure d'expulsion. Donc, cette personne-là doit être expulsée du Canada. Et pour revenir au Canada, il faudrait que elle demande ce qu'on appelle un ARC, autorisation de retour au Canada. Il faudrait qu'elle demande un ARC. Et avant d'arriver à cette étape d'expulsion, elle doit d'abord purger sa peine. Purger sa peine auprès d'un pénitencier fédéral. Euh, une fois, quand elle termine de purger sa peine, euh, les services correctionnels, comme ça qu'ils s'appellent, du Canada, ben, ils transfèrent le dossier à l'Agence des services frontaliers l'Agence des services frontaliers du Canada. Et l'Agence des services frontaliers du Canada, lui, à son tour, il va mettre en application la mesure d'expulsion. Si tu es un haut criminel, ça se peut que ce soit les agents de l'Agence des services frontaliers qui t'accompagnent jusqu'à ton pays. Et si ton crime, c'est pas vraiment très grave, ben, on peut juste t'accompagner à l'aéroport, se rassurer que tu entres dans l'avion. Et autre chose, c'est que tout cet argent qui est dépensé pour te renvoyer dans ton pays, pour revenir au Canada, il va falloir que tu rembourses. Il y a des situations où tu peux être accompagné par deux agents. Donc, plus toi, ça fait trois billets d'avion. Tu devras rembourser tous ces frais-là. Alors, si pendant le voyage, ils ont dû prendre des hôtels et tout, tu dois tout rembourser pour pouvoir retourner au Canada. Alors, quelle leçon peut-on tirer de cette histoire? C'est que pendant que vous êtes résident permanent
éviter de faire des infractions sous le régime d'une loi fédérale. Si vous ne pouvez pas faire le distinguo de quelle loi est fédérale, quelle loi ne l'est pas, alors évitez de faire des infractions, tout simplement. Quand on parle d'infraction ou de crime, c'est pas nécessairement le vol, c'est pas nécessairement euh, des voies de fait, mais une infraction, c'est aussi conduire avec une faculté affaiblie. Tout simplement, ça, c'est une infraction. Et c'est punissable d'un emprisonnement de 10 années. Et cela peut amener à une interdiction de territoire. Moi, je connais des histoires comme ça où des personnes se sont livrées à de l'alcool et puis ils ont été interpellés par la police. Il y a eu un rapport de police et après, ça a mené à leur interdiction de territoire. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée.